Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue. Vous savez que demain s'ouvre ce qu'on a coutume de présenter comme étant le plus grand salon mondial de l'innovation technologique ou aussi le plus influent au monde, et pourtant ce sera une édition particulière. Alors Smart Tech se met en spécial, mais on va commencer cette édition avec la question des grands absents au CES 2022. Il y a quelques poids lourds qui ont annoncé leur désistement, parfois à la dernière minute, et notamment des poids lourds français. Et il faut quand même noter que cette délégation française, qui est souvent spectaculaire par son importance, sera aussi réduite. Donc on en parle très rapidement dans l'interview avec Vanessa Chocteau, qui appartient au groupe La Poste et qui fait partie donc de ces historiques qui ne seront pas présents au CES cette année. Et puis le cœur de cette émission, lui, va s'intéresser à ces Français qui ont fait le voyage. On verra justement pourquoi ils se sont rendus quand même, malgré le contexte de crise sanitaire, sur ce CES 2022. Et puis on va parler avec eux aussi de ce qu'on y découvrira. Et enfin, on va retrouver notre rendez-vous avec notre réflexion sur le monde de la donnée. Et on terminera cette édition par la séquence Et demain, avec une technologie française qui va elle aussi faire son entrée au CES 2022. C'est la start-up Macap qui présentera donc un concept de voiture volante de course. Mais tout de suite, donc c'est l'interview. On va voir pourquoi certains ont décidé de faire l'impasse sur ce CES 2022. Et oui, ce sera donc un drôle de CES cette année à Las Vegas. Il n'y aura pas de GAFAM, par exemple, donc ni Google, Amazon, Facebook, Meta, Microsoft, Twitter. Dans l'automobile, parce que c'est aussi un grand salon de l'automobile, le CES, eh bien, il y a également des désistements chez General Motors, BMW, Mercedes, Waymo aussi. Dans l'informatique, dans les télécoms, on a eu l'annonce d'Intel, de Lenovo ou encore T-Mobile qui ont dit qu'ils ne participeraient pas à cette édition qui est d'ailleurs écourtée d'une journée. Donc on n'aura pas des centaines de milliers de visiteurs comme on a pu en avoir en 2020, mais plutôt des dizaines de milliers. C'est le sujet donc de notre interview aujourd'hui avec Vanessa Chocteau. Bonjour. Bonjour Nelly. Vous êtes directrice du programme d'accélération French IoT et aussi de la transformation interne de DocaPost, filiale du groupe La Poste, filiale numérique. Vous accompagnez des startups au CES depuis 2015, donc vous avez fait déjà 6 fois le voyage à Las Vegas, plus une fois de manière virtuelle l'année dernière en 2021, puisque c'était 100% virtuel. Et là, cette année, soudain, le 21 décembre, alors que vous sembliez dans les starting blocks pour partir avec la délégation française, vous décidez d'annuler, donc pratiquement, au dernier moment. Est-ce que déjà, vous avez fait partie des décisionnaires ? Alors, c'était une décision effectivement générale de la direction, qui est un choix de raison. En fait, qui a été fait tout simplement pour éviter de prendre des risques d'un point de vue sanitaire. Et puis, on est également beaucoup engagé sur des enjeux de société et sociétaux. Et donc, nous avons à cœur d'être exemplaires sur les consignes données aux entreprises aujourd'hui, notamment les grands groupes en France, de faire très attention à la formation de clusters et à la propagation. Donc, la crise sanitaire s'est imposée à nous, alors que, comme vous le disiez au préambule, nous étions dans les starting blocks depuis début décembre. Oui, et donc j'imagine que ce n'est pas sans conséquence, mais je voulais quand même dire qu'il y avait dans cette délégation française, il y aura quand même des grands groupes français qui seront représentés, a priori, en tout cas jusqu'à maintenant, parce que tout peut arriver encore jusqu'à demain matin, mais Thales, Dassault Systèmes, Valeo, et puis 130 startups vont quand même faire ce déplacement. Qu'est-ce que ça a comme conséquence quand on décide comme ça, finalement, fin décembre, de ne pas se rendre début janvier à Las Vegas pour présenter ces dernières startups, ces dernières innovations technologiques ? Alors, on va à Las Vegas déjà pour plusieurs objectifs. Depuis des années, en fait, on y va pour présenter nos innovations, parler de notre transformation. Et pour ce faire, on emmène avec nous des représentants de ce qui se passe au quotidien dans le groupe La Poste. Ce sont nos factrices, nos facteurs, nos chargés de clientèle. Donc 4 s'étaient préparés depuis début décembre à venir au CES avec nous. Il faut savoir que leur faire prendre le risque à la fois d'accueillir sur stand, de se déplacer et en même temps de témoigner auprès de leurs collègues ensuite en rentrant, parce que c'est leur mission, témoigner de ce qu'ils ont vu
auprès de leurs collègues, alors même que nous ne sommes pas, certains du contexte sanitaire et des conditions de rapatriement en France, c'est faire courir un risque effectivement trop important. Donc c'est pour ça qu'on a... Parce que moi, je les ai vus, les postiers sur le stand de la Poste au CES donc 2020. Il y a une proximité qui est forcément inévitable, puisqu'on partage des expériences. C'est un vrai service de proximité. Et c'est leur métier. Ils sont en proximité en permanence, ils sont à accueillir. Alors, donc c'était très important pour eux. Dans le dispositif, vous l'avez dit, donc il y avait 4 postiers, mais il y avait aussi 3 experts du groupe qui devaient aller rechercher un peu ce qui allait se passer en termes d'innovation pour rapporter ça en France. 4 startups aussi devaient partir avec vous. Alors finalement, il y en aura quand même 3. Donc comment vous vous êtes organisés? Quelles sont les conséquences concrètes? Alors, comme je disais, on y va pour nos innovations, on y va aussi pour booster nos startups. On les accélère en fait tous les ans par notre programme French IoT. Donc on accélère des startups qui sont dans les services numériques à impact. Donc tous les ans, nous avons une douzaine de startups qui viennent avec nous. Et là, cette année, 4 avaient décidé de venir parce qu'elles avaient déjà un pied aux États-Unis. Nous leur avons laissé le choix. Donc à partir du 21 décembre, on leur a exposé la situation, que nous partions, comme toujours, sous le pavillon French Tech. Il est important d'y aller ensemble, avec la grande famille France, et de montrer que nous sommes une Startup Nation. Donc, nous sommes sous pavillon French Tech avec Business France, et on leur a dit, vous pouvez y aller, mais sans notre accompagnement spécifique de postiers et postières. 3 d'entre elles ont décidé de maintenir leur participation, tout simplement parce que, pour certains dirigeants, ils sont déjà sur le territoire américain. Certains avaient prévu d'être sur ce marché, avaient déjà des pistes de partenariat ou de contrats sur ce marché. Donc 3 startups que sont Velco, qui fait de la livraison dernier kilomètre. Nous avons également Music Care, qui est un dispositif de musicothérapie. Et puis Tiny Coaching, qui est un chatbot pour l'apprentissage professionnel. Toutes les 3 ont décidé de maintenir leur participation. Donc elles vont être sur place, bien accompagnées, avec nos partenaires French Tech et Business France. Ok, et comment vous allez le suivre alors ce CES? Parce que vous n'avez pas non plus pris la décision d'être présent de manière virtuelle, comme certains. On a des invitations pour participer, aller voir les stands virtuels. Vous n'avez pas pris cette décision, c'est-à-dire vous allez complètement garder vos distances? Non, du tout. En fait, alors effectivement, vous avez raison, un salon d'une telle ampleur, c'est formidable. C'est un vivier pour découvrir les tendances du marché, les tendances émergentes, aller voir des startups. Pour nous, c'est très important en tant qu'accélérateur de découvrir les pépites que nous pouvons accompagner les années suivantes. Surtout qu'en plus, nous avons un objectif de parité quand nous accompagnons des startups. Donc, nous voulons aussi découvrir des fondatrices et pas que des fondateurs. Ouais. Donc, c'est très important d'être sur place. Et effectivement, rien ne remplace cette proximité. Maintenant, nous sommes des habitués du CES. Donc, nous avons nos partenaires. Nous avons Business France, nous avons French Tech, nous avons ceux qui participent aux délégations à des Learning Expeditions. Et eux ont décidé de maintenir leur participation, donc vont nous ramener ce qu'ils ont vu, vont témoigner. Et puis, bien sûr, nous sommes connectés, vu que nous sommes un adhérent du CES, nous sommes connectés quand même à la plateforme en ligne et pouvons toute la semaine chercher les innovations. Et en général, quel retour, parce que vous avez quand même l'expérience de cette édition de CES, en général, quels sont les retours concrets d'un salon comme celui-ci? Alors, les retours, déjà, vous pouvez imaginer, c'est la communication. En fait, nous sommes extrêmement regardés et scrutés au niveau de la France en étant présents à des milliers de kilomètres. Donc, on a un effet communication formidable, à la fois pour le groupe et à la fois pour nos startups. Ça, c'est extrêmement important pour passer nos nouveautés, nos nouveaux services. La deuxième chose, c'est concrètement, d'un point de vue business, il faut savoir que c'est incroyable en termes de passage sur les stands, le nombre de contacts qualifiés que vous pouvez avoir. Donc, on va attendre les résultats fin de semaine. Auprès de quel type de population? Alors, en fait, les grands groupes industriels, les grands groupes de services, donc ça peut être des partenaires pour nos startups, ça peut être également nos clients ou nos futurs partenaires. Mais étrangers, parce que c'est... Alors, non, européens. Européens, d'accord. Alors, on peut avoir des étrangers, effectivement. On va au CES pour être consumer oriented, donc effectivement, il faut avoir des produits grand public. Oui. Et puis, on va au CES aussi quand on a la volonté d'avoir une ambition, quand on a une ambition internationale. Donc, on a tous ces types de groupes de présents. On a aussi des distributeurs. Certaines startups, par exemple, ont eu des propositions de contrats de distribution en Asie ou au Mexique ou en Amérique du Sud, en étant au CES. Donc, c'est ça que nous attendons. Généralement, nous, on a le curseur qui nous permet de voir qu'il faut
ils ont à peu près 200 contacts qualifiés à la fin d'une semaine. Donc ça, c'est pour les startups que vous accompagnez? Et nous, quand nous y sommes au niveau personnel, groupe La Poste, avec nos propres innovations, nous avons également à peu près 200 contacts qualifiés qui nous permettent de vérifier que nous avons une appétence marché et d'aller proposer nos services et nos solutions. Et donc, ça vous permet de commercialiser des technologies de DocaPost, par exemple, auprès de marchés étrangers. Oui, et le CIS est très important. On voit 3 choses au CIS. On a la confirmation de l'usage. Est-ce qu'il y a bien une appétence? Est-ce qu'on est crédible? Est-ce qu'on est vu sur le marché? Est-ce que le service va être utile? Ça, c'est le premier point. Ensuite, on va avoir la faisabilité technologique qui va être confirmée ou pas. Les questions posées par toutes les personnes, des ultra spécialistes qui parcourent le CIS, vont permettre de challenger sa technologie. Donc ça, c'est primordial quand on se lance dans un service numérique où on est souvent en test and learn. Donc le CIS est également un très beau terreau pour apprendre. Et puis la troisième chose d'un point de vue business, on a des confirmations avec des demandes de distribution, des demandes de partenariat. Généralement, les startups et nous-mêmes, quand nous revenons de CIS, nous avons à peu près 6 mois de rendez-vous de planifier. Et comment vous allez remplacer alors cette absence physique? Alors l'absence, pas tout à fait, vu que nous avons nos startups. Donc nous allons être en contact avec elles en permanence pour voir comment cela se passe et si nous sommes dans les mêmes indicateurs que ceux que nous avions les années précédentes. En plus, c'est très important. Très rapidement, parce que là, on est à la fin de... Et puis surtout que nous n'avons pas eu de présence physique l'année dernière. Donc on va voir s'il y a un véritable rebond en 2022. Ça, c'est important. Et puis tous nos partenaires qui sont sur place vont scruter les thématiques de l'année. C'est les technologies pour un futur responsable. Ça nous intéresse. Donc vous aurez des retours qui viendront de Las Vegas et ce sera tout le travail pour débriefer ici après. Beaucoup de travail de compilation. Très bien. Merci beaucoup Vanessa Chocteau, donc de DocaPost, la filiale numérique de La Poste, qui a choisi donc vivre ce CES un peu à distance. C'est l'heure de notre talk. On va s'intéresser à ceux qui sont sur place. Alors, je vous l'ai dit, nous avons donc 2 représentants de la présence française au CES de Las Vegas. Oui, représentants, parce que sinon vous ne seriez pas en plateau avec moi, puisque nous sommes à Paris. Alors, avec moi en plateau, Samir Mokrani, en charge du programme d'accélération chez Euratechnologies, qui est le plus grand incubateur-accélérateur d'Europe, avec 150 000 m² de locaux à Lille. Tout à fait. On ne le dit pas assez, ça. Et vous êtes aussi donc l'organisateur de ce déplacement au CES pour la délégation Hauts-de-France Euratechnologies. Et nous avons avec nous en visio Goudet Abalé, trésorier de la Fédération française des professionnels de la blockchain, qui envoie donc pour la première fois une délégation d'acteurs majeurs de cette industrie blockchain en France participer à ce CES de Las Vegas. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors déjà, Samir Mokrani, je voudrais qu'on démarre ensemble pour parler de ce Euratech donc, au CES de Las Vegas. Vous avez 9 entreprises, c'est ça? Tout à fait. Pour l'instant, je dirais, jusqu'à demain matin, on en est à 9, puisqu'il y a des annulations qui tombent encore en ce moment, qui représentent les Hauts-de-France. Qu'est-ce que vous attendez de leur participation? D'accord. Déjà, bonjour. Et déjà, pour vous informer que nous, ils sont déjà arrivés ils ont la chance d'être là-bas sur place. Donc, les 9 startups et entreprises participeront bien en physique au CES. Et a priori, les portes vont bien s'ouvrir demain. Tout à fait. Pour l'instant, en tout cas, oui. Donc, nous, l'intérêt, c'est que la région et Euratechnologies, ça fait maintenant plusieurs années qu'on envoie des délégations au CES. Et l'idée, c'est de les mettre en avant sur un des salons qui est un des salons majeurs sur les thématiques tech et IoT notamment, et électronique grand public. Et ça leur permet de confronter leurs innovations, mais aussi de les montrer à des acteurs parfois très bizarrement qui sont français, européens, mais aussi d'aller se confronter, de voir ce qui se fait sur la compétition tech, start-up à l'échelle mondiale. Oui, vous dites très bizarrement français, pourquoi? Parce que parce qu'il y a une les très gens ne forte... font pas forcément le déplacement jusqu'à Lille, mais ils vont à Las Vegas. Exactement, c'est quelque chose qu'on a pu constater au fur et à mesure des années, parce que ce n'est pas la première année que nous le faisons, c'est que on a des délégations comme ça de grands groupes français qui y vont, et ça permet d'avoir accès à des gens qui sont peut-être moins disponibles dans leur quotidien quand ils sont en France. Et ça vous permet aussi d'avoir un accès peut-être un peu moins formalisé, moins formel à certains décideurs,
et ça permet à beaucoup de boîtes de nos écosystèmes de faire du business et de revenir avec ça, c'est le propre des salons, mais c'est vrai qu'il y a une attraction très très forte à ce moment-là de l'année. Goudé Abalé, je voulais savoir quand est-ce que vous avez pris la décision au sein de la fédération d'envoyer une délégation d'acteurs de la blockchain française à Las Vegas, alors que moi j'ai vu tomber votre communiqué, c'était mi-décembre, et c'était à peu près au même moment où d'autres annonçaient qu'ils n'allaient pas y aller. Tout à fait. Bon, bonjour déjà Delphine, merci de me recevoir sur ce plateau. Nous, on a pris la décision il y a quelques mois, tout simplement parce que, pour faire une très brève jeunesse de la Fédération française des professionnels de la blockchain, on est une organisation de représentation professionnelle avec un certain nombre d'acteurs majeurs de l'industrie blockchain parmi nos membres, pour ne citer que Orange Labs, EDF ou encore Suez. Et on a pris cette décision il y a quelques mois parce que, comme ça a été rappelé par mes deux collègues intervenants précédemment, c'était quand même important de marquer la présence d'entreprises françaises aux côtés des acteurs mondiaux. Alors bien sûr, on sait que cette année, il y en aura un peu moins que d'habitude, mais tout de même, 2200 exposants. C'est quand même assez conséquent, et de montrer que l'écosystème startup, et pour nous principalement l'écosystème startup blockchain français, est ambitieux, a envie de se montrer, a envie de challenger ces technologies, et donc progressivement, je pense que la décision remonte à cet été, et ensuite on a eu la chance de recevoir un soutien institutionnel assez notable. Donc je voudrais remercier le conseiller au commerce extérieur, Gilbert Reveillon, le secrétaire d'État au numérique Cédric O, qui nous ont accompagnés dans le processus et qui nous permettent maintenant d'envoyer une petite délégation d'environ une dizaine de personnes, dont 6 à 7 startups, qui sont d'ailleurs déjà dans l'avion, donc eux aussi j'espère qu'ils vont arriver sans encombre. Bon, très bien. Comment s'est opérée la sélection de votre côté? Parce que quand on est le plus grand incubateur, ça va être compliqué de décider d'en emporter que 9 dans la valise. Nous, déjà, ce qu'on fait, c'est que c'est une sélection qui se fait sur tout le territoire de Hauts-de-France. Donc, il y a forcément un gros volume de startups qui sont plutôt métropole de Lille. Mais on fait en sorte d'être attractif et de pouvoir... C'est quoi le critère ? Le critère, les innovations technologiques, avoir un produit nouveau à présenter, parce que vous avez des startups qui, elles, se lancent et qui ont de ce fait... une innovation directement, mais aussi des entreprises qui sont un peu plus établies, qui doivent montrer et faire preuve qu'elles ont un produit nouveau à montrer au sein du CES. Et après, nous, on fait un appel à manifestation d'intérêt. Et là, on a généralement 4-5 fois plus de répondants et on prend les startups qui sont les plus éligibles. Et derrière, elles passent aussi au niveau de la City et au niveau du CES, qui revalident en fait le caractère innovant du produit ou des solutions qu'elles vont venir présenter. Très bien. Et ça coûte cher d'envoyer des startups au CES de Las Vegas, j'imagine? En fait, la particularité de ce qui se fait chez nous au niveau des Hauts-de-France, et ça c'est grâce au concours notamment de la région, c'est que la région va abonder à 50% sur les frais et donc permettre à ces startups d'aller, on va dire, à moindre frais, à moindre coût, avec derrière un vrai package où on va prendre... Vous pouvez nous donner un chiffre ou pas? On est... autour de quelques milliers d'euros, là où ça pourrait être plutôt par autour de 15. Oui, c'est ça. D'accord. Donc là, dedans est compris une formation, parce qu'il faut les préparer à aller sur ce type de... Avec le voyage, le logement. Avec le voyage, le logement, la formation qui est faire son communiqué de presse en anglais, faire des sessions de pitch, préparer sa présence sur salon. On les amène aussi à comprendre qu'il faut préparer les salons, donc regarder les personnes qui seront présentes, s'il y a des prospects qui peuvent être intéressants pour elles, nouer des contacts sur les différents réseaux à travers ça, et d'y aller et vraiment de performer à partir du moment où elles sont sur stand. Donc quelques milliers d'euros par start-up pour Euratech. Hein. C'est ça. En fait, c'est pas les start-up qui financent. Les start-up vont payer, mais la région va abonder... les start-up, ça leur coûte directement? Voilà, c'est ça. C'est mais par contre, elles payent la moitié du prix. C'est pareil pour vous, Goudé Abalé? Même mécanisme et même type de coût? Quelques milliers d'euros? C'est ça, exactement. Alors, nous, on a une partie qui est prise en charge par la fédération sur fonds propres et une partie qui est prise en charge par les startups, effectivement. Alors, donc, c'est pas
extraordinaire comme montant, mais enfin c'est quand même un investissement et aussi un investissement en temps. Donc j'imagine qu'on en attend des retours très concrets. Quels sont les objectifs des entreprises qui sont parties? Juste de la visibilité ou ça va au-delà? Non, on va au-delà de la visibilité. Là, le but, c'est vraiment d'aller concrétiser commercialement, c'est-à-dire de rencontrer, je vous ai expliqué, quelques groupes qui peuvent être français, et du coup d'avoir accès à la bonne personne pour derrière commencer à déployer, à délivrer le produit en signant des contrats, que ce soit avec des boîtes pour le déployer en France, en Europe, mais pourquoi pas aux quatre coins Donc du c'est monde. vraiment trouver les clients sur place. Ah oui, c'est vraiment... il y a le côté très communication que nous, on en fait, mais les startups, et on les sensibilise au fait, c'est pas juste aller faire, excusez-moi le terme, du tourisme, c'est vraiment aller avec une idée de performance et d'aller signer des contrats pour pouvoir continuer à se développer, que ce soit ici en France, en Europe ou même dans le monde entier. Et Goudé Abalé, j'ai vu dans votre communiqué, que c'était vraiment de montrer justement la puissance de cet écosystème blockchain français. Est-ce que ça aussi, c'est le premier objectif ou est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, comme ça a été précisé, alors c'est le premier objectif, mais bien sûr, nous, l'idée derrière, et je reviens sur la visée de la fédération, c'est d'accompagner le développement économique, commercial de nos membres. Donc actuellement, on a une vingtaine de membres et on veut vraiment œuvrer à leur permettre un certain essor économique. Donc là-dessus, le CES s'inscrit clairement dans cette vision-là. On a plusieurs startups qui vont présenter des nouvelles technologies. Je pense à Tessie, qui va présenter une technologie de vote basée sur la blockchain, qui s'appelle Digital Vote. Je pense également à Suez, qui est un acteur majeur de la transition écologique des services à l'environnement, et qui va présenter également une nouvelle technologie qui s'appelle Circular Chain, et qui permet de contrôler sur toute la chaîne de valeur la traçabilité des matériaux, tout au long de la valorisation. Donc on a un certain nombre de cas d'usage qu'on va présenter. Et derrière, donc ça c'est pour la délégation start-up, mais derrière l'équipe de la FFPB va également chercher à nouer des synergies, des relations avec les acteurs sur place, rencontrer à la fois des acteurs américains mais aussi les acteurs français qui seraient présents là-bas et faire en sorte d'apporter de la valeur ajoutée en matière, un retour sur investissement en quelque sorte pour la participation de nos membres. Il y a une touche française sur la blockchain, une spécificité des savoir-faire? Oui, c'est exactement ce que nous cherchons à mettre en avant. Je crois que hier, sur votre plateau, une sénatrice mentionnait la préférence communautaire. La préférence communautaire à la blockchain, elle existe. On a des savoir-faire français, on a une technologie qui est compétitive, qui est intéressante, qui est aussi respectueuse de certaines libertés, de la vie privée, de la protection des données, etc. Et c'est justement ça, tout ce patrimoine, j'ai envie de dire, technologique blockchain français que nous, on cherche à mettre en avant, que ce soit avec le Consumer Electronics Show, mais également au quotidien, sous l'impulsion de Jean-Michel Miss et Rémi André-Oscan, qui sont donc les fondateurs de la FFPB. Oui, c'était Catherine Morin-Desailly, la sénatrice, tout à fait, qui parlait de l'importance d'avoir une préférence européenne. Même question, cette French Tech, est-ce qu'elle va aussi chercher des investisseurs étrangers? Et est-ce que là, ça peut pas poser question justement sur cet export de nos savoir-faire et peut-être cette appropriation par des Américains qui sont déjà bien dotés, je dirais? D'accord. Écoutez, forcément, c'est un des enjeux d'aller au CES, c'est de rencontrer des investisseurs. Et même nous, en tant que Ratechnologie, on va pour nouer des partenariats avec soit des fonds, des incubateurs, des accélérateurs qui peuvent nous ressembler. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de crainte à avoir là-dessus parce que il y a déjà un gros avantage. On parlait tout à l'heure de blockchain. On en a quelques-unes, pour ne pas la citer, trading. Et en fait, la capacité que nous, on a ici, c'est d'avoir des gens qui sont des très bons ingénieurs, des gens qui sont très bien formés. Et comparé notamment aux États-Unis, ils coûtent moins cher pour les mêmes niveaux, voire parfois meilleurs en termes de compétences. Donc à ce niveau, on voit des centres de R&D américains s'installer à Paris pour cela. Exactement. Ouais. Et donc l'intérêt pour elles, c'est de garder un peu ce socle en dur des équipes techniques ici en France, en Europe. Et après, commercialement, elles ont intérêt à avoir des présences, des bureaux avec des sales et des équipes marketing qui peuvent être aux États-Unis. Et les deux peuvent matcher. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vraiment
les équipes qui envoient, les entreprises qui envoient leurs équipes aux États-Unis, notamment pour se développer à travers le CES, c'est qu'elles puissent avoir des nouveaux débouchés, avoir des partenariats, des fournisseurs, des clients qui puissent être rencontrés à ce moment-là. Le marché à l'international. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir les métiers un peu en dur, donc tout ce qui est les tech, tout ce qui est les data science, tous ces éléments-là qui font le produit, qui soient ici en France et en Europe, et du coup qu'elles puissent, pourquoi pas, demain se développer aux États-Unis, mais aussi en Chine, sur des marchés africains, sur ce type de choses. Très bien. Et vous nous avez évoqué quelques projets, mais qu'est-ce qu'on va y voir concrètement comme tech au CES de Las Vegas, comme tech française, qui seront portées par Euratechnologies? Nous, donc là, faites-nous vivre un peu en avant-première. Il y a mon collègue qui parlait tout à l'heure de start-up blockchain. On en a une, notamment qui est une fintech qui est Trading et qui fait tout ce qui est assurance, notamment sur la partie impayée, et qui a des systèmes aussi pour scorer les partenaires, les fournisseurs et les choses comme ça. Ça, c'est des choses qui se font. On a une grosse variété de start-up. On a une start-up qui est sur la partie cybersécurité, qui est Oversock, qui permet de faire de la cartographie en 3D des systèmes d'information, un peu comme un plan d'une ville où vous verriez les endroits où vous êtes susceptible d'être fragile sur vos systèmes de sécurité. On a des gens gérer son système d'information comme une ville. C'est ça. En fait, c'est qu'aujourd'hui, le postulat qu'ils ont pris, c'est de se dire que aujourd'hui, les systèmes d'information pourraient être traités comme une carte de routière de ville ou une carte de ville. Et aujourd'hui, on la traite à travers un Excel. Potentiellement, c'est plus intéressant de l'imaginer en cartographié avec une représentation physique ou en 3D. Et du coup, c'est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus facile pour les RSSI, les DSI d'avoir ce type de choses. On a également des startups comme Autonome qui font tout ce qui est de la batterie, tout ce qui est système de recharge et des groupes électrogènes connectés. Donc dans la transition énergétique. Exactement, on a des gens comme Smart Building Energy qui, eux, sont sur tout ce qui est efficience du bâtiment. On a des gens qui sont plutôt sur le service à la personne. On a des gens comme Supply qui, eux, vont plutôt être sur de la logistique. Donc, on a une grosse variété. On n'est pas du tout dans les gadgets, en tout cas. Non, pas du tout. Je pense que ça, la French Tech Gadget, ça y est, c'est terminé. Je pense que voilà, c'est que très longtemps, au CES, on montrait des brosses à dents connectées ou des choses qui étaient un peu impactantes sur le côté un peu gadget du quotidien. Mais non, il y a vraiment de la vraie techno, avec des vrais usages, des vrais marchés et qui se font et sur lesquels nous, en français et nord-français ou nord-européen, comme mon président aime à le dire, avons des choses à montrer, avons des choses à dire. Justement, si on reste sur la partie technologie, sur la blockchain et tout ce qui est l'effervescence autour des crypto-monnaies, des NFT, il y a une énorme compétition internationale aujourd'hui. C'est aussi l'occasion, le CES, d'aller voir ce que font les autres? Exactement. Il y a une vraie compétition mondialisée, nous on le voit au quotidien et c'est important, je pense, de le souligner. Et d'où l'importance d'avoir une initiative comme celle-là qui, pour la première fois, envoie une délégation de professionnels de la blockchain au CES. Ça va nous permettre à la fois, comme on le disait, de présenter les technologies, mais aussi de prendre le pouls, de prendre le diapason de ce qui se fait. Et c'est pour ça que nos équipes vont arpenter les allées de Eureka Park, qui est historiquement la zone où se concentrent les innovations de rupture. Non, parce qu'en fait, ce sont des startups qui ont moins d'un an, hein. L'Eureka Park, je crois, de mémoire. Donc c'est là où on trouve vraiment les toutes dernières nouveautés. Exactement. Et bien sûr, nous, on va garder entre guillemets l'œil. On va se tenir informé des dernières innovations et puis voir comment aussi ça peut, d'une certaine manière, servir à nos membres, comment on peut les guider, les aider, etc. Est-ce que nos fleurons, on va dire, français de la blockchain sont connus déjà à l'étranger ou on est vraiment aujourd'hui cantonné à un marché national ? Non, on a plusieurs fleurons français qui sont quand même connus. Je pense principalement à Ledger, qui est le leader de ce qu'on appelle les hardware wallets, donc les terminaux qui permettent de stocker les actifs numériques de manière physique, beaucoup plus sécurisée. Ledger est mondialement l'un des leaders, si ce n'est le leader. On a un certain nombre d'autres acteurs qui sont assez connus à l'échelle internationale ou pan-européenne. Je pense notamment à Tessie, qui est également un de nos membres et qui est une marketplace donc une place d'achat et de revente de parts dans des fonds, dans des OPC européens.
on a comme ça un certain nombre de jeunes pousses qui font du bruit à l'international. Je peux en citer plusieurs, Crypto4All, Tozex, etc. Mais l'idée, c'est pour nous maintenant qu'on est connu à l'international et que l'écosystème blockchain français, parce que au niveau de la régulation, ça a été adressé avec un certain avant-gardisme, parce qu'on a, comme le disait mon collègue tout à l'heure, des ingénieurs qui sont qualifiés, qui sont efficaces dans leur domaine et qui sont réputés pour ça. On est connu. Maintenant, il faut passer ce cap, faire cette mise à l'échelle. Et c'est là où cette opportunité, pour nous, elle est vraiment centrale. Montrer qu'on existe effectivement, on est attendu et on a derrière une technologie qui peut, entre guillemets, répondre aux attentes qui sont ceux de l'écosystème mondial. Samir Mokrani, même analyse, c'est ça, Oui. c'est l'occasion de faire un passage à l'échelle internationale. Bien sûr. Et on disait que nous, on allait observer ce que les autres font, mais les autres aussi sont très curieux et viennent observer ce qu'on fait parce qu'ils savent qu'il y a des projets de qualité, il y a des innovations qui sont de très bon niveau. Donc, il y a aussi un intérêt qui se fait de façon réciproque pour nos jolies boîtes et nos belles boîtes. Et justement, tout l'enjeu, c'est de les accompagner à passer à grande échelle. Et on parle de start-up et la phase d'après qui est très importante et qui est la phase de scale-up où là on va aller faire de l'hyper-croissance sur un nombre de mois, d'années très court. Et ça aussi c'est un vrai enjeu, ça nécessite des fonds, ça nécessite des talents et ça nécessite aussi la capacité à aller très vite exécuter et déployer sur des nouveaux marchés. Eh bien, on leur souhaite le meilleur, en tout cas, à vos startups qui sont sur place et prêtes pour l'ouverture demain matin du CES 2022. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Goudé Abalé, trésorier de la Fédération française de la blockchain, des professionnels de la blockchain, et Samir Mokrani en charge du programme d'accélération chez Eura Technologies. Juste après la pause, on va partir réfléchir à ce monde de la donnée. Et nous voilà de retour sur le plateau de Smartech avec déjà une spéciale CES 2022, grand salon de la high-tech qui ouvre ses portes demain matin. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va justement aller retrouver une tech française qui fera son entrée au CES 2022 avec un concept de voiture volante de course. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous de réflexion sur le monde de la donnée avec Arnaud Tanguy, président du Cercle de la Donnée, spécialiste du numérique et de la cybersécurité. Bonjour Arnaud Tanguy, bienvenue. Bonjour Delphine. Alors, donc je disais, on a l'édition 2022 du CES qui s'ouvre demain. Quelle analyse faites-vous déjà des grandes tendances du numérique en ce début 2022 ? Alors, ce que je note, c'est que des sujets a priori décorrélés. Alors, on parle de scanners alimentaires qui utilisent l'intelligence artificielle, des brosses à dents connectées, des drones de livraison, des robots de chaîne de production. Eh bien, tous ces éléments qui semblent décorrélés, en fait, ont un point commun. Et le point commun, c'est l'usage systématique et enrichi de la donnée. Voilà. Et moi, je suis persuadé, en tant que féru de technologie, en tant que féru d'innovation, que ce millésime 2022 du CES sera un grand cru et j'attends avec impatience les innovations, les révélations que l'on aura cette saison. Eh ben oui, moi aussi. Alors, donc selon vous, cette grosse tendance, c'est pas tellement ce que vous nous dites, c'est pas tellement les techs avec les différents secteurs et tout ça, c'est vraiment quel usage on va faire de ces données ? Absolument. Alors, pour moi, c'est pas nouveau. Hein. La donnée est déjà utilisée par le numérique depuis le démarrage, je dirais. Ce qui est nouveau, quelque part, c'est cet usage de volume de plus en plus important, de plus en plus systématique. On a des consommateurs qui sont férus de personnalisation, de sur-mesure. Et ça nécessite un gros volume de données, en particulier des données à la fois des consommateurs, à la fois des utilisateurs. Voilà, quand on considère qu'un fabricant d'objets connectés collecte des millions de données, c'est des sujets qui sont... voilà, on voit que la donnée est absolument cruciale. Si je me permets une comparaison, la donnée, c'est un peu l'énergie de la transition numérique, c'est ce qui va alimenter le cerveau, les organes vitaux de la mutation qu'on vit. Et, voilà, alors, quand on parle d'organes vitaux, on pense à cerveau, à intelligence artificielle, et on voit que l'intelligence artificielle, notamment, mobilise des forts volumes de données. Et alors, si on reprend
votre analogie, dans la transition énergétique, il y a un paquet de défis. Donc, dans la transition numérique, l'usage de la donnée aussi a ses propres défis. Oui, alors l'exploitation des données vient avec ses défis, hein, tout comme l'énergie. Il y a un besoin de confiance dans l'utilisation de ces données. Moi, je pense qu'on fait face à un paradoxe. On le voit, les utilisateurs, je parlais de besoin de sur-mesure, donc ils ont embrassé le numérique, ils ont compris tous les bienfaits qu'il peut y avoir du numérique, mais il y a une certaine méfiance par certains aspects, un besoin de confiance, besoin de transparence. Moi, 2 exemples me viennent en tête. Cambridge Analytica, la révélation de l'utilisation massive des données de Facebook, ou plus récemment l'évolution, alors peut-être la clarification des CGU, des conditions générales d'utilisation de WhatsApp, hein, qui ont valu une migration vers des plateformes alternatives. C'est une sorte de réveil d'un seul coup des utilisateurs. Une prise de conscience, un réveil des utilisateurs, absolument. Et donc là, vous nous avez cité quelques exemples, quelques défis. Il y en a un quand même qui est majeur et autour duquel on parle beaucoup d'éthique, c'est la question de l'usage qui sera fait de l'intelligence artificielle avec toutes ces données. Absolument. Alors l'intelligence artificielle a ses propres spécificités, ses propres défis. Le premier étant le volume des données. Aujourd'hui, hein, historiquement, on a cet appétit pour la donnée. Il y a un adage qui dit que plus on a de données, meilleure est l'intelligence artificielle, meilleurs sont les résultats. Le deuxième sujet, c'est vraiment autour de cette intelligence artificielle, la qualité des données. On a vu que par des manipulations, la qualité du jeu de données qui alimente les algorithmes fournit la qualité du résultat. On a vu qu'on a pu tourner des intelligences artificielles en des organes misogynes, racistes. Donc il y a un fort enjeu. Et puis un dernier enjeu qui est l'enjeu un peu de la boîte noire. C'est-à-dire que l'idée que ces algorithmes sont tellement complexes que la pensée humaine ne pourra pas comprendre. Et donc les résultats, il y a un biais dans l'interprétation des résultats. Et je vois un troisième point qui est important, c'est que le cyberespace dans lequel on évolue vient aussi avec ses propres challenges, à la fois en termes de piratage, de fuite de données, de cybermalveillance. Et ça interpelle aussi les utilisateurs, les consommateurs. Il y a un vrai besoin de confiance sur ces aspects-là. Si je prends un exemple, on estime qu'à 2021, l'impact du cybercrime aurait atteint 6 000 milliards de dollars. Et si je compare ça à un PIB de nation, ça serait de l'ordre de... Ce serait le troisième après les US, après la Chine. Donc ça serait le troisième jeu. Donc pour nous, il y a un vrai, au sein du cercle de la donnée, on a un vrai enjeu, une réflexion autour de cet enjeu, un enjeu de confiance, parce qu'on n'en est qu'au début, en fait. Quand on regarde le CES, l'émergence de l'informatique quantique, l'émergence des nouvelles technologies, du grid computing, vont probablement nous propulser dans une nouvelle dimension du numérique. Et donc, il y a un vrai enjeu de confiance collective autour de ce sujet. Et alors, quelles sont ces conditions nécessaires à cette confiance collective ? Alors, pour poursuivre mon analogie avec l'énergie, il faut à la fois la protéger et à la fois l'utiliser à bon escient. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que la plupart des sociétés, notamment celles qui sont au CES, ont pris conscience de ce sujet-là et donc l'abordent. Pour moi, il y a 3 piliers, 3 notions qui vont structurer une démarche. La première, c'est la sécurité. La seconde, c'est la protection de la donnée à caractère personnel. Et la troisième, vous le mentionnez, c'est l'éthique. La sécurité, on la connaît, c'est assurer la confidentialité des données qui sont confiées à l'entreprise, les données des collaborateurs notamment, des consommateurs notamment, mais c'est aussi un levier, alors donc la mise en place d'outils, d'organisation, mais il y a un levier qui est plus facile, c'est réduire le volume de données, tout simplement. La donnée qui n'existe pas n'a pas besoin d'être sécurisée. Le deuxième sujet là-dessus, ça consiste à effacer les données. Le deuxième point... Voilà, faire le ménage, exactement. Et ça a un impact en plus, il y a un des sujets que vous abordiez l'autre jour qui était l'environnement, l'impact environnemental. Je réduis, je protège et je réduis mon impact environnemental. Exact. En termes de données personnelles, data privacy, pareil, être clair sur les traitements. Exemple vécu, ne pas demander une date de naissance quand on achète un aspirateur. Être clair sur qui accède à ces données-là. Et enfin, la troisième dimension, l'éthique, c'est
quand on adopte une nouvelle technologie, il va y en avoir, l'intelligence artificielle, des innovations, réfléchir à l'impact éthique, un peu à la manière de ce qu'on fait en RSE ou l'impact environnemental, l'impact climatique d'une entreprise. Pourquoi pas ne pas mettre en œuvre un comité d'éthique qui s'occuperait de ces sujets. Il y en a, heureusement, et d'ailleurs même dans Smartech, on a un rendez-vous sur le sens de la donnée et des réflexions avec vous sur le monde de la donnée. Merci beaucoup Arnaud Tanguy, président du Cercle de la Donnée, pour vos éclairages à chaque fois sur la manière dont on doit réfléchir à toutes ces datas et leur utilisation. À suivre, on continue notre fil sur le CES 2022. On va parler donc de voitures de course volantes. Alors, nous voilà avec Cécilia pour notre Zoom quotidien sur l'innovation. Aujourd'hui, c'est le CES 2022 qui est à l'honneur. On va découvrir donc une techno française qui fait son entrée sur le salon. Elle s'appelle Maca, cette start-up. Elle va créer, enfin en tout cas, elle va présenter un concept de voiture volante de course. Elle imagine même pouvoir organiser des compétitions de type F1. Oui, ça paraît assez dingue. En fait, exactement comme dans Star Wars, vous savez, ce film de science-fiction avec le jeune Anakin Skywalker qui conduit un module dans les airs sur la planète Tatooine. C'est ça qui a inspiré en fait les fondateurs de cette société, de cette jeune société Maca. Ces voitures, elles auront donc le gabarit, effectivement, d'une voiture de Formule 1. Elles en auront aussi la vitesse puisqu'elles devraient pouvoir atteindre 250 km/h. Et comment on fait voler un engin pareil? Grâce à des pales. Comme sur un drone ou sur un hélicoptère, il y aura 6 pales à l'avant et à l'arrière de cet engin. 6 moteurs également cachés à l'intérieur de la structure. Ce sera une propulsion électrique. La pile à combustible les alimentera. Elle-même sera alimentée par de l'hydrogène. On espère de l'hydrogène vert. Et est-ce qu'il y aura un pilote caché à l'intérieur? Il y aura un pilote caché à l'intérieur, effectivement, avec des manettes. Ça se conduira un petit peu comme un hélicoptère, mais de façon beaucoup plus souple et plus flexible. Une manette pour aller à droite et à gauche et une manette pour aller en haut, en bas, et puis pivoter également pour faire peut-être des effets assez impressionnants. Le tout, quand même, va peser 600 kg, donc ce sera assez technique à piloter. Technique, en plus avec la vitesse. Comment on fait pour garantir justement la sécurité à la fois du pilote, mais aussi des gens autour? Oui, mais déjà, le nombre de pales, le nombre d'hélices qu'il y a, et le nombre de moteurs, ça le principe de redondance sur ce genre d'appareil. Au plus il y a le moteur, au plus on a de chances que s'il y en a un qui lâche, les autres maintiendront l'appareil en toute stabilité. Puis il y a un contrôleur de vol, un ordinateur embarqué à l'intérieur de cet appareil qui va donner plus ou moins d'impulsion autour de pales en fonction de la direction qu'on va prendre. Ce contrôleur, il sera relié avec différentes technologies, par exemple des capteurs, des lidars qui pourront scanner comme ça le champ de vol de l'appareil et interrompre le vol, le modifier si jamais un objet, une personne entre sur la piste de vol par exemple. En fait, c'est à peu près les mêmes technologies qui sont en train d'être développées pour les voitures autonomes. Et donc ça se passera sur des circuits aériens, on ne verra pas des voitures volantes en ville? Pas encore. En fait, les circuits, c'est la première étape. Une étape qui devrait être assez lucrative avec ce mode de divertissement qui pourra financer ensuite le développement d'une technologie peut-être pour les particuliers comme vous et moi. Mais ça permet de développer, en développant dans le secteur privé comme ça, de se libérer d'une certaine réglementation qui sera beaucoup plus lourde. Par exemple, pour le transport public, on le sait, c'est déjà compliqué aujourd'hui, ne serait-ce que pour les hélicoptères et pour les drones. Et puis, ça permet aussi surtout de commencer à démystifier cette technologie, à faire rêver, à faire envie en allant voir ces courses-là. Alors, pour rêver, d'ailleurs, on va pouvoir commencer à aller observer tout ça dès l'année prochaine avec un premier test grandeur nature à la rentrée 2022. Donc, je donne rendez-vous à tous les fans de science-fiction, peut-être, pour aller découvrir cet engin volant. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'était Smartech avec cette première édition dédiée au CES 2022. Ça continue demain, bien évidemment. Pendant toute la durée du salon, on fera ce focus sur ce qui se passe en ce moment à Las Vegas. Et on démarrera d'ailleurs la journée avec une interview de Cédrico, le secrétaire d'État au numérique. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.